Bonjour à tous, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur votre antenne. Merci de nous retrouver pour une nouvelle semaine sur Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith. Que s'est-il réellement passé ce week-end en Côte d'Ivoire? On le sait, les images qui ont défilé sur les réseaux sociaux, les nombreuses déclarations des internautes et même des fanats de Didier Drogba ont été, on va dire pour beaucoup, déçus, bien sûr, de la candidature mal comprise pour beaucoup d'entre eux. Et d'ailleurs, Didier Drogba ne sera pas président à la Fédération ivoirienne de football. Au demeurant, il faut bien sûr le rappeler, c'est bien évidemment Sori Diabaté qui sera président de cette fédération internationale, cette fédération ivoirienne de football. Et ça fait bien sûr débat sur la toile. Les internautes n'arrêtent pas de se déchirer, mais surtout nos frères ivoiriens, pour beaucoup d'influenceurs sont sortis sur les réseaux sociaux, donner leur point de vue sur la question. Alors, Côte d'Ivoire, Cameroun, en faisant bien sûr le lien avec à la tête de la fédération camerounaise de football, la présence de l'actuel président Samuel Eto'o-Fils et les raccords qu'on peut bien sûr retrouver entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, ça permet bien sûr à la toile bien évidemment de laisser des petits commentaires. Mais surtout pour revenir sur Samuel Eto'o, est-ce que au final, les présidents des clubs vont s'exécuter? À 72 heures, qu'est-ce qu'on peut véritablement retenir de son injonction quant aux nombreux griefs reconnus dans les clubs aujourd'hui et les revendications de bon nombre de joueurs qui disent ne pas avoir leur salaire? Comment revenir à un équilibre au sein des clubs de football au Cameroun? Et les 72 heures de Samuel Eto'o seront-elles respectées? On en parle. Bienvenue à vous ce matin. Charles Lamel nous retrouve très fièrement pour cette nouvelle semaine. Monsieur Mbatchou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Bon début de semaine à vous, en espérant bien évidemment qu'elle soit fructueuse et surtout que vous soyez en paix. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Pareillement à vous. Merci infiniment. Pamela Fomen, bonjour. Bonjour Michel et bonjour à nos téléspectateurs. Bonne reprise des cours pour les élèves du primaire et du secondaire. Voilà. Troisième On trimestre. s'attendait peut-être pas. On s'attendait véritablement à ce qui rentre à l'école aujourd'hui. Mais hier, j'ai fait un constat incroyable, c'est que les coiffeurs de quartier étaient assaillis d'enfants hier. Et bien là, on s'est rendu compte enfin qu'il faut se coiffer avant le début de classe. Voilà. Donna Brice, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à nos téléspectateurs. Monsieur Kamgan, c'est mieux. Hein? Voilà. Le Cameroun s'enfonce dans la confusion et le pourrissement. Et c'est la preuve que le silence est un vice lorsqu'on est à la tête d'un pays. Un aîné de la profession a signé une chronique il y a quelques jours parlant du vice du silence. Les problèmes s'amoncellent, se suivent les uns et les autres sans aucune perspective de résolution. Et le premier responsable du Cameroun, le chef de l'État, est silencieux. Un silence du vice. Loin des silences présidentiels décrits par un chercheur il y a quelques années et défendu dans une thèse de doctorat soutenue à Yaoundé. Ce silence-là est presque mortifère pour le Cameroun. Très bien. Et là, les silences du chef de l'État, peut-être en relisant le document signé par François-Marc Modian, peut-être vous comprendrez mieux cette sortie-là et bien évidemment le regard mortifère de ce silence, dites-vous, Dominique Audrey-Yengelek, bonjour madame, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Très nombreux d'ailleurs qui vous attendent chaque matin avec l'histoire du jour, oui. On y va rapidement. Voilà. L'histoire de ce matin, c'est celle d'un homme. Il est âgé de 45 ans. Il nous écrit depuis la ville d'Emprunt de Berthois. Il dit qu'il a rencontré une dame il y a 13 mois et ils ont débuté une relation tous les deux. Au départ, la jeune femme lui a fait savoir qu'elle était célibataire endurcie. Donc, il a décidé de se donner corps et âme à cette dernière. À ses heures d'euphorie, il se retrouvait à mettre la photo de cette jeune femme sur ses réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, c'était sa photo de profil, c'était son statut, c'était tout. En fait, il affichait sa relation. Un ami l'interpelle, l'inbox, et lui dit, mais c'est qui la dame sur la photo où tu as mis les cœurs là? Il lui dit, non, c'est ma petite, c'est mon âme sœur, c'est mon cœur, c'est mon poumon, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Et lui de lui dire, comment est-ce que c'est possible alors que cette femme est mariée? Il lui dit, non, elle n'est pas mariée, on est en couple depuis 13 mois, elle n'est pas mariée à aucun moment, elle aurait pu être mariée. Je crois que si elle était mariée, elle me l'aurait dit. Donc, jusque-là, l'ami l'a convaincu et ils ont trouvé des photos sur Facebook présentant effectivement le mariage de la dame.
Puisque la dame ne vit pas dans la même ville que lui, il demande à cette dernière de venir la retrouver dans la ville. Et lorsqu'elle arrive, il dit qu'il a usé. Bon, avant ça, il dit qu'il venait de donner 8 millions à cette dernière pour qu'elle relance ses activités, son commerce. Donc, il rappelle dans la dame, lorsqu'elle arrive, avec la police, on l'a gardée en garde à vue. Je ne sais pas si ça se dit. Placée En garde à vue pendant quelques 2 heures. Et pendant l'exploitation, elle a effectivement avoué que oui, voilà, je suis une femme mariée, mon mari s'appelle tel, machin, ceci et truc. Donc, le problème qu'il pose aujourd'hui est de savoir ce qu'il doit faire parce que la dame est enceinte de 3 mois et elle signe mordicus que c'est le monsieur qui nous écrit, celui qui a donné 8 millions, qui est le géniteur de son enfant. Ouais. À la question de savoir comment en êtes-vous sûr, il dit que non, on a passé beaucoup de temps ensemble cette période-là. Il y a 3 mois, ils étaient très constamment ensemble. Elle venait plus le rencontrer dans cette ville-là. Et aujourd'hui, il ne sait pas trop comment faire. Il n'a pas envie d'user de son pouvoir pour arracher l'enfant au mari de cette dame parce que du pouvoir, il peut en avoir. Donc voilà, comment est-ce qu'il doit faire dans ce cas? Incroyable. Voilà, Dominique Oudrey. On va bien sûr saluer toutes les femmes qui nous regardent ce matin à nouveau. Elles sont très nombreuses. On va également saluer l'homme magistrat. Merci. On salue également tous ces hommes qui ont... Voleur. Le plaignant. Voilà. On salue tous ces hommes justement qui ont ce pouvoir-là. On va bien faire. Chalamel, on va bien faire. Concrètement, il n'est pas voleur, hein, Chalamel. Concrètement, c'est la femme qui rentre dans une relation avec l'homme. Le magistrat. Oui. Sans dire justement à l'homme. Sans dire à l'homme justement qu'elle est mariée, Oui. n'a-t-il pas mené suffisamment d'enquêtes aujourd'hui? Je pose des questions bêtement. On va essayer de comprendre. Mais surtout, il y a une place très forte de ce qu'on appelle les statuts WhatsApp, Facebook aujourd'hui. Peut-être on va mieux comprendre aussi le rôle, la place ou l'implication des réseaux sociaux dans nos relations conjugales. Mais le jeu trouble de la dame aujourd'hui et au regard en même temps le secret, comment garder le pareil secret et plus tard, le pouvoir, l'argent, comment s'en servir. On va mieux comprendre les points de vue sur le plateau. Pamela Fomen, je commence par vous ce matin. Pour comprendre comment une femme, sans l'avogémonie, sachant qu'elle soit mariée, prend sur elle de cacher à un prétendant qu'elle a un homme sur son toit, mais prend sur elle quand même d'engager une relation avec quelqu'un pendant 13 mois. Comment parvient-on à garder un tel secret et à mieux masquer son jeu? Quand j'écoute l'histoire de ce matin, j'ai l'impression que la dame est allée en mission. Ouais. Je ne sais pas c'est quelle recherche exactement dans ce couple, mais ça me laisse croire que peut-être quelqu'un l'a envoyé pour espionner le magistrat, pour escroquer par exemple, parce que l'histoire nous dit également que le monsieur lui a donné 8 millions de francs CFA. Pour un magistrat. 8 millions de francs CFA. Donc vous êtes avec un homme qui vous aime, oui, parce que 8 millions, c'est pas rien en même temps. Ouais. Il prend celui de vous donner 8 millions pour que vous relancez votre commerce, mais quand même, vous menez double vie, vous avez une relation. De l'autre côté, vous êtes légalement marié, parce qu'avec lui, vous n'êtes pas marié, vous êtes peut-être une concubine, quoi que ce soit, mais avec lui, vous n'êtes pas légalement marié. Ça il ignore. Hein. Ça, il ne savait pas jusqu'à ce qu'il poste la photo de la fille sur les réseaux sociaux et que quelqu'un l'interpelle pour lui dire que, attention, vous êtes avec la femme d'autrui. Ouais. Il va d'abord se séparer de cette fille. Oui, c'est ce qu'il fait parce que, permettez de me c'est ce qu'il fait. Mais moi, je repose la question. Comment parvient-on à garder une relation pendant 13 mois et à garder un tel secret au point où on ne se rend pas compte d'une super chérie comme celle de la femme? Soit il vivait une relation à distance, d'abord, soit il n'a pas accès au téléphone de la femme, peut-être même les membres de la famille. Il a rencontré la fille tout simplement, ils vivent ensemble, il ne sait pas ce qui se passe. Il n'a même pas cherché, comme Chalamel dit souvent. Cette fille vient de quelle famille? Elle vient d'où? Qu'est-ce qui s'est passé Il n'a pas mené d'enquête. Il n'a pas fait d'enquête du tout. C'est juste impliqué dans une relation. Il a fait 13 mois dans une relation sans jamais savoir. Peut-être aujourd'hui, il a découvert que la femme est mariée. Peut-être demain, il va découvrir que la femme a eu des enfants avant d'être en couple avec lui. Mais là, il est en train de réfléchir sur la paternité de l'enfant. Malheureusement, peut-être que les tests d'ADN ne sont pas encore vraiment ici au Cameroun. Donc,
on va encore se fier du fait que... Il y en a, mais dire que les résultats, très souvent, voilà, c'est un peu compliqué. Donc il peut encore se contenter de dire que bon, j'espère que quand l'enfant va naître, peut-être l'enfant aura peut-être mes oreilles, ou bien mes ongles, ou bien ma tête. Je sais pas, il va espérer tout simplement. Parce que maintenant, si la femme lui dit que, comme elle est en train de dire que c'est toi le père de l'enfant, il va faire comment pour savoir? Est-ce que justement, avec son pouvoir, en tant que magistrat, quand on sait bien évidemment qu'ils ont un certain pouvoir, va-t-il l'incarcérer pour tout ce qu'elle aurait monté comme faux? Avec quel motif? Oui, naturellement, il peut y avoir de l'escroquerie aussi. Parce que vous escroquez quelqu'un, vous dites que vous êtes marié, vous ne lui dites pas que vous êtes marié, mais vous engagez une relation, vous prenez ces 8 millions, ben, il y a de l'escroquerie. Mais non, est-ce qu'il devrait la garder, du moins l'enfermer, qu'elle réponde de tout ce qu'elle a posé comme acte devant une juridiction normale, ou attendre que l'enfant naisse? Ça va dépendre du monsieur. Vous savez, il y a des gens qui ne souffrent pas vraiment. Nous, on peut prendre 8 millions sur ce plateau comme le ciel et la terre. Pourtant, lui, 8 millions, il a peut-être en une journée. Ça dépend de l'homme. Il peut décider que, ok, non seulement tu m'as trompé, tu m'as menti, tu as pris mon argent, je décide de t'enfermer. Mais comme il peut décider, ok, tu avoues que c'est mon enfant, je récupère mon enfant, tout ce qu'on a eu à partager durant la relation et même l'argent, je te laisse partir avec, je refais ma vie tout simplement. Dit-il avoir le droit quand même, il sait comment s'y prendre pour récupérer l'enfant. En tant que magistrat. On récupère l'enfant d'une femme mariée à son mari. C'est possible ça? Qu'importe sa position de magistrat. Est-ce que cette femme même doit réfléchir si l'homme vraiment lui demanderait à prendre cet enfant? Vraiment, pour alléger au moins sa conscience, tout ce qu'elle a fait à ce monsieur, elle pourrait quand même lui dire que ok, pas avec l'enfant, je ne sais pas, peut-être pour calmer aussi, parce que l'homme va se dire, je n'ai ni l'enfant, je n'ai ni de l'argent, toi-même la femme, je n'ai pas finalement, je suis dans quoi? Donc, si le monsieur demande cet enfant, que la femme laisse, vraiment, qu'elle laisse, que ce monsieur prenne cet enfant, qu'il parte avec. Son mari. En tout cas, on va en parler. Son mari. Permettez. Quel mari? Celui avec qui elle vit ou bien? Parce qu'elle va à Yaoundé certainement acheter la marchandise 2-3 jours. Elle rentre rester avec son C'est la mère qui connaît le père de l'enfant, qu'elle donne l'enfant au père de l'enfant. Voilà, Dominique Audrey, Issam, justement, vous brûlez d'envie de laisser votre avis là-dessus. On va comprendre. La place de la femme, c'est où? En prison? À l'air libre? Pourquoi en prison? Elle a tué qui? J'ai posé la question bêtement. Est-ce qu'elle a volé? Est-ce qu'elle a tué? Elle a fait une marche pacifique. Elle a fait quoi? Non, sa place n'est pas en prison. Il est important que les uns et les autres sachent que dans les relations interpersonnelles, il peut arriver qu'on mise sur la mauvaise personne. Il peut arriver qu'on tombe sur une mauvaise personne et qu'après la relation se termine et qu'on puisse avoir la force et le courage de passer à autre chose. Malheureusement, cet homme, moi je ne vois pas le magistrat, je vois simplement l'homme qui à 45 ans s'est dit certainement je vais tomber sur la femme que je vais épouser définitivement parce que lui il a déjà ses enfants qui sont un peu plus grands. Moi j'ai trouvé la femme avec laquelle je vais certainement finir. Il est célibataire, hein, il faut le mentionner. Oui, il est célibataire. C'est pour ça qu'il a affiché affiché la femme, non? Donc il s'est dit je suis en train de bâtir quelque chose qui certainement va s'étaler dans la durée. Sur la durée, il y aura certainement du costaud et du lourd. C'est pour ça que je m'investis. Je donne du mien pour que cette femme réussisse à ses projets, pour que son business avance et tout. Donc malheureusement, il a été trompé de la même façon que il y a des femmes qui s'investissent également dans des relations et elles sont trompées en retour. Je ne dirais pas à cet homme de mettre ses organes directement sur cet enfant-là parce qu'il n'a pas de garantie. Une femme qui vous a regardé dans le blanc des yeux pendant sensiblement 13 mois, avec qui vous avez fait des choses d'adulte pendant 13 mois, et à aucun moment elle ne vous a dit qu'elle est mariée, de la même façon, elle peut vous regarder dans le blanc des yeux et vous dire que c'est votre enfant parce qu'elle sait que justement, si je mise sur celui-ci, qui est capable de me donner 8 millions simplement pour un business que je peux dire que ça a coulé du jour au lendemain, mon enfant aura une assurance vie, mon enfant aura une assurance ration, pension, machin. Donc mieux, je lui donne l'enfant à lui et j'aurai tout. Maintenant, on est tenté de se poser la question de ça. Oui. C'est des calculs qui ne... C'est parce que les femmes sont machiavéliques. Vous n'imaginez même pas Merci de nous le dire. À quel point les femmes peuvent être vicieuses. Attention, elle est capable de dire à son mari, ce n'est pas ton enfant. Perdre ce mariage en sachant que je vais gagner plus ici.
Parce que si je reste avec mon mari qui est peut-être pompiste ou bien qui est maintenancier, même s'il cotise toute sa vie avec toute sa famille, il ne va jamais me donner 8 millions. Alors que voilà un gars qui me donne 8 millions en 2 mois. Elle est capable de faire ce genre de calcul et même s'y prendre l'enfant de quelqu'un d'autre et le lui donner. Donc, aujourd'hui, qu'il laisse simplement cet enfant naître. Qu'il coupe tout contact. Moi, j'aurais même aimé qu'il aille rencontrer le mari de la dame en lui disant « Votre femme me dit que l'enfant qu'elle attend est de moi. » Tout exposé à son mari parce que finalement, il est le cocu de l'histoire. C'est le con. C'est lui qui perd tout. Maintenant, il faut interroger. Comment est-ce qu'il est con? Comment est-ce qu'il est con? Est-ce qu'on peut véritablement dire lui qu'il soit le con? Il ne sait rien. Parce que oui, peut-être il a été très pris par son boulot, il n'est pas très regardant, il a fait confiance aveuglement. On ne peut pas quand même reprocher à quelqu'un de faire confiance aveuglement, Dominique Audrey. Vous pouvez peut-être faire confiance à votre femme, mais si vous avez donné un capital de 500 000 à votre femme et que vous arrivez dans sa boutique, elle a la marchandise de 8 millions, vous ne vous posez pas de questions. Vous ne vous posez pas de questions. Vous parlez du mari légitime. Oui, moi je parle du mari. À ce moment, parce qu'il a été totalement absent. Il est déconnecté. Et la preuve, sa femme fait un certain nombre de choses. Il n'y a pas de contrôle de la part de l'époux. N'a-t-elle pas même déconnecté son mari? C'est aussi la question. Non, comment? Comment, Michel? Il y en a qui ont le pouvoir de déconnecter leur mari à leurs affaires aussi. Bon, à ce moment précis, ça veut dire que le mari n'a pas été autoritaire dès le départ. Votre femme peut bien mener une activité, mais vous pouvez avoir un regard dessus et lui poser un certain nombre de questions. Même si elle a eu 500 000 et que le bénéfice a donné 500 000 et à 1 million, mais on parle de 8 millions d'investissements, il aurait dû poser la question. Et en posant la question, il aurait pu savoir, sauf si son mari également est complice avec elle, de la super chérie. Voilà. On va prendre des avis. Et maintenant, on n'affiche pas ces relations sur les réseaux sociaux. Bah, attendez voir. Laissez tomber Dominique Audrey. Non, voilà, c'est ce que vous non, pensez. on n'affiche pas. C'est ce que vous pensez en même temps. On vous dira peut-être le contraire. Mais on va lire les réactions des Camerounais qui nous regardent, et même les Africains. Et pour tous ceux qui nous regardent ce matin, comment comprenez-vous cette histoire ce matin? Que faut-il faire de la femme? Mais quels conseils renvoyez-vous à l'homme? Naturellement, le magistrat. Mais surtout comprendre la position de l'homme marié de Nampes Kamgan. Mais comment peut-on avoir une femme qui mène des relations extra-conjugales? Très souvent, je salue mon Bengal qui est parmi nous d'ailleurs, mais qui nous rappelle tout le temps, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Comment peut-on ne pas contrôler justement sa femme au point de la laisser poser les pareils actes? Est-ce que ce n'est pas un peu la faute du mari en question de Nampes Kamgan? Non, je voudrais m'attarder sur notre ami qui pose l'histoire. Pour insister sur sa naïveté, il est naïf. On dira que c'est un bourgman. On est tous naïfs de Nampes. Que c'est un bourgman. Non, il y a des niveaux de naïveté qui sont d'une manière ou d'une autre déconcertants. Vous rencontrez une femme, 13 mois après, vous n'êtes pas fiancé, vous n'avez pas épousé. Et puis, ces photos, vous mettez ça sur Facebook, en statut, en profil. Attends, il a mis le cœur, les organes pas. Non. Il faut l'enlever. Sérieux. Très rapidement, je me demande comment est-ce qu'il en a. Il a pu arriver là. Quand vous rencontrez une femme, il faut savoir que il y a très peu de femmes libres aujourd'hui. Elles ont certainement, elles sont peut-être d'une relation, ou alors elle est encore en relation et elle vous teste, elle veut savoir si elle peut se mettre avec vous. Il faut le savoir. Il n'y a pas de femme libre. Il y a toujours soit un tapeur, soit un petit dragueur, un pompier qui arrive souvent, un secouriste lorsque c'est grave. Et donc, vous trouvez quelqu'un qui est là, même s'il n'est pas permanent, il est quand même là. Les thèmes sont forts de ça. Donc, quand vous arrivez, rassurez-vous que le terrain est habitable, comme on dit entre guillemets. Ça signifie quoi? J'ai l'impression qu'il avait une intention d'épouser cette femme. La moindre des choses, c'est de connaître sa famille. C'est de connaître la moralité de cette femme. Il n'en est rien, d'après ce qu'on se rend compte. Alors, lui vit où? Peut-être qu'il est ici à Douala, la femme est où? À Bertois. Je ne suis pas sûr qu'il est allé chez cette femme. D'après l'histoire, non. Vous n'êtes jamais allé rendre visite à cette femme. Vous ne savez pas avec qui est-ce qu'elle vit à Bertois. Vous envoyez 8 millions de francs CFA. Vous faites des investissements dans sa vie. Sa photo est sur Facebook. Attends, cher monsieur, soyez sérieux. Il sort d'où? Je comprends pas. Non. Donald. La moindre des choses, c'est de prendre des renseignements.
est-ce que cette femme est même compatible avec vous? Il n'a pas de réponse à cette question, mais il a investi au plan. Ses émotions sont debout depuis longtemps. Non, c'est très grave ce qu'il a fait. Autre chose. C'est radin. Parce que ce qu'il fait met sa propre vie en danger. Parce que le gars qui a signé avec cette femme devant le monsieur le maire peut l'assassiner pour rien, un crime passionnel. Oui, il met sa vie en danger pour rien. Il n'a aucune garantie que cette femme sera son épouse. Aucune garantie. Bon, sauf si c'est aussi un second bureau pour lui et que de toutes les façons, 8 millions, c'est rien, que cet investissement-là, qui veut se lancer, peut-être que c'est une femme qui est un peu brune et qui veut se faire voir avec elle sur la toile pour qu'on dise que donc, il a une femme bien mise, qui est belle, qui est vendable sur le marché. Peut-être si c'est ça, d'accord, mais s'il veut vraiment, c'est l'impression que l'histoire donne, s'il veut vraiment bâtir une relation solide, sérieuse, durable avec cette femme, j'ai l'impression qu'il a mis les organes et très tôt, et c'est dangereux pour lui. Maintenant, oui, pour la femme, les femmes sont devenues très dangereuses, Michel Gadjou. Je connais une femme qui est mariée à Menganga, dans la Damawa, et qui est en train de se remarier à Douala. Il est marié à un policier, il veut se remarier avec un opérateur économique dans la ville de Douala. Parce que... À l'insu du policier. À l'insu du policier. Bon, je ne sais pas s'il est informé. Il sauve un frère. Parce que l'opérateur économique, c'est un porteur, comme on dit au quartier. Et donc, elle veut un nouveau mariage sans être désengagée du précédent mariage. Vous voyez à quel point les gens banalisent le mariage. Est-ce qu'on va dire au final que le mariage actuellement, dans nos sociétés actuelles, sont conditionnés par le matériel, par la voix, par l'argent, par le confort recherché? Et surtout que ce n'est plus un acte aussi sacré qu'on le faisait croire. En tout cas, que l'Église, pour ceux qui sont chrétiens, croyants, a toujours prêché, par exemple. Donc, si vous estimez que, bon, au plan civil, ce n'est pas un acte fort, mais au moins, pour ceux qui sont croyants, la foi chrétienne recommande quand même que le mariage, c'est l'un des actes les plus sacrés de la vie d'un être humain. Donc, aux yeux de la femme aujourd'hui, des femmes surtout, le mariage, c'est quelque chose de banal. C'est comme se lever le matin et prendre un beau sadin. On peut après le balancer à côté et acheter une autre. Est-ce que c'est dit justement aux hommes, mettez un pied dedans, un pied dehors, parce que vous entendez le dire, ça crée de la méfiance forcément. Faites attention, faites très attention. Soyez sage. Soyez sage. On ne met plus les organes comme ça. Ouais. On ne met plus les organes comme ça. Il faut se rassurer que les conditions... Parce que cette fille peut mettre d'accord de vous épouser, mais sa famille s'y oppose. Pour une raison ou pour une autre. Et finalement, il s'avère être impossible pour vous de vous mettre avec elle. Vous faites comment? Si vous êtes déjà en train de poster sa photo partout. Mais au moins, s'il a été quand fiancé. même, dès que Facebook ou je sais pas, WhatsApp l'a un peu sauvé quand même, non? Parce que s'il n'a pas mis, on lui aurait pas. Oui. Et je dis surtout qu'il a mis sa vie en arrière parce que si ce gars est quelqu'un de jaloux, il voit la photo de sa femme partout, une femme qu'il a légalement mariée, épousée, il pourrait tuer ce gars. Advienne. Qui pourra. Voilà. Charles Amel Bachou, t'entends bien de comprendre, on va dire, le mal social aujourd'hui. Je ne parle pas du mal, c'est un mal social. Le vœu pour certaines femmes d'épouser des hommes friqués, on ne va pas leur reprocher, c'est des volontés. Mais surtout, est-ce qu'on va dire que le mariage dans nos sociétés africaines aujourd'hui, partant du Cameroun, tout est conditionné par l'argent. Donc, ne pas avoir l'argent, vous n'aurez pas de mariage, c'est ça? Je vais vous surprendre, mais il n'existe plus de mariage depuis au moins 10 ans. 10-15 ans au Cameroun. C'est des jeux. Mais on ne vous laissera pas le dire. C'est des jeux. Il suffit de voir le nombre de divorces pour comprendre de quoi je parle. C'est des jeux. On s'amuse à se marier. On s'amuse à se faire appeler madame. On s'amuse à jouer un temps et après basta. Des femmes sont prêtes à aller épouser les hommes les plus laids pourvu qu'ils soient riches. Terminé. Les femmes sont prêtes à vendre leurs armes au diable juste pour être dans une famille aisée. Monsieur Ngatou, je connais cette histoire. Il n'y a pas quelques mois, j'ai été victime. Vous-même? J'ai été victime il n'y a pas quelques mois. Pas victime. Vous avez donné Je n'étais pas participant. D'accord, on voulait te savoir. J'ai déjà été victime. Ah, vous êtes au cœur d'une affaire pareille. Non, je ne suis pas au cœur. Je dis j'ai été victime. On vous a arraché la femme. Vous comprenez ça de la manière la plus plate. Vous n'allez pas mourir. Ah oui. Je suis tranquille. Un jour, c'est un monsieur qui m'appelle. Il me dit l'opérateur économique, il veut me faire voir. Il veut me rencontrer. Il dit il a des projets, il voudrait que ça passe à Equinox, c'est des spots. Je vais à sa rencontre.
commence à faire défiler des photos. Des photos. Des photos. Il me dit, celle-ci avec qui je vous vois tout le temps, c'est qui? Je dis, non, c'est la fiancée d'un de mes frères, il va même l'épouser. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Est-ce qu'on répond comme ça? Il sort son âme, il pose sur la table. Vous voyez, vous riez? C'est Dominique Mbéré. Non, non, vous riez. Non, Dominique Devant, est-ce qu'il fait... Non, vous riez parce que vous ne comprenez pas ce que Non, ce magistrat dit. Ah, C'est Obiengele qui il sort son acte de mariage. D'accord. Marié légalement, et je reconnais la photo de la fille qui avait mon frère. Je reconnais sa photo. J'ai dit, wonderful. Vrai, pour la première fois, ça dépassait un bantou. Je n'ai pas pu parler. J'ai réfléchi. Je me suis retrouvé dans ce film. Comment? Vous riez. L'autre était à 13 mois, ils étaient à 2 ans. 2 ans, peut-être 1 an et poussière, Oui. peut-être 6 mois. J'appelle le monsieur, je lui dis, gars, tu es mort. On a volé la femme de quelqu'un. On a volé la femme de quelqu'un. Entre-temps, monsieur Michel Ngatou, pour comprendre tout dans l'histoire, Ouais. nous mangions dans cette famille tous les week-ends. La famille de la fille. On nous a pilé même le tarot. Or, une femme légalement mariée ne pile pas le tarot dehors. Jamais. Proscrit. Proscrit. Elle ne pile, oui, elle ne pile pas le tarot à notre homme en dehors de son mari. Ça. Et ne pile le tarot que lorsqu'elle est... La mère de la fille ne nous a jamais dit que, oh, quand vous venez manger là, sachez qu'elle appartient à un autre homme. Jamais. On a fait disparaître tous les photos du salon. Ah ben dis donc. Ah, vous riez. Non mais on en... Mais je dis vous riez. On a tous été vite. C'est pour vous faire comprendre que cette femme qui trompe cet homme n'est pas seule dans le coup. Elle avec les sœurs, elle avec la mère, elle avec la famille. Puis encore, monsieur Michel Ngatou, il y a des amis à qui ont fait confiance à cette femme, qui ont fait confiance à cette fille. Des gens avec qui elle disait tout le temps, bango, bango, ton pied, mon pied. Je parle, je regarde la télé, je sais qu'elle regarde la télé en ce moment. À aucun moment, monsieur Michel Ngatou, et ça je l'ai en travers de la gorge, à aucun moment, elle n'a dit qu'elle était mariée. Comment en 13 mois, même dans son sommeil le plus profond, elle n'ose pas dire qu'elle est mariée et qu'elle est mère de plusieurs enfants. Très bien. Non, non, c'est important, permettez-moi de dire, je vais chuter, mère de plusieurs enfants. Monsieur Ngatou, il n'y a pas pire crime. Que cela. Il n'y a pas pire crime que ça. C'est impardonnable. Je dis bien c'est impardonnable. Ça, c'est impardonnable. Peut-être. Ce que cette femme vient de faire à cet homme, elle lui a dit, mets les photos sur Facebook. Je n'ai pas peur d'assumer. Ben, Je n'ai pas peur d'assumer cette relation. elle s'est dit à elle, sans dire à l'homme, parce que l'homme est ignorant de ce qu'elle soit. Non, non, monsieur Ngatou. L'homme n'en sait rien. Pour arriver à ce stade, elle a mis l'homme en confiance. Amène-moi dans ta famille. Amène-moi chez tes amis. Elle prépare, elle vient même de nos amis. Les amis mangent, monsieur Ngatou. Elle te met dans une confiance. Or, elle sait qu'elle est mariée. 2 questions, Chalamel. Oui. 2 questions. Oui. Premièrement, la place de la confiance dans les relations juives. Parce que là, l'histoire de ce matin risque de mettre à mal tout le monde. Monsieur Ngatou. Désormais, est-ce Vous qu'on avez des fonctionne? femmes qui, lorsqu'elles traversent le seuil de la porte de la maison, enlèvent l'alliance, elles jettent Oui. dans la voiture, Ça, faut dans pas. la boîte à gants. C'est pourquoi. Elles jettent dans la boîte à gants du véhicule. Elles n'utilisent pas. Vous avez des femmes, et parfois même d'hommes, qui enlèvent l'alliance, ils mettent ça sur la chaîne du cou, ils portent. C'est pour ça que je vous ai dit, ça c'est des conneries. Cette femme a brisé ce monsieur. Cette femme a brisé littéralement ce magistrat, je peux vous le dire, pour venir dans l'histoire, parce que ce type, sur le plan physique, il a tout donné. Sur le plan émotionnel, il a tout donné. Vous avez des couples ici, quand l'homme tombe et chute, il met sa femme devant. Va chasser. Il dit à la femme, va chasser. Vous avez des couples où l'homme est un bandit. Un bandit. Oui, non, je vous le dis, non, il cherche moi les gens qui ont l'argent. Il pousse la femme, va gérer. Oui. Il marche avec la plainte. La femme prend tous les renseignements. Pendant que vous dormez sur une moindre opération, elle filme votre carte d'identité. Elle a tout
vos A1. deuxième Un question. matin, vous êtes chez vous, vous voyez la plainte. Après, on dit, monsieur, on peut arranger la mienne, donnez-moi 15 millions, vous avez volé ma femme. Oui. Oui, monsieur Michel Ngatou. Méfiez-vous des femmes ici dehors. Très bien. Beaucoup de personnes sont mortes à cause des femmes des gens. Elle est enceinte là maintenant et elle impute bien évidemment ceci. L'autre avait perdu son enfant. Ce n'est pas sûr que c'est la grossesse du Du magistrat. magistrat, Non, franchement. j'ai ça ici. Oui, Non, Charles Abel. c'est pour dire, il y a des films qu'on vous sort. Vous vous retrouvez dans ce film et vous vous demandez, mais mon Dieu, Ça traumatise certains. Hein. je suis traumatisé, je dis, je suis traumatisé. J'ai vécu quelque chose que je n'ai jamais vécu dans ma vie. La question justement des photos retirées au salon, parce que c'est les choses. Oui, je dis retirer au salon Voilà. des mariages, retirer tout au salon. Il a masqué tous les indices. Tous les indices. Voilà. Et c'est le mari qui me dit quand tu entres, regarde à tel niveau, il y avait une photo comme ça, il dit, je n'ai pas vu, Il y a j'ai les pas. photos. Je n'ai pas vu, il me dit non, comment ça? Donc pour vous dire qu'il y a des hommes qui ont la tolérance, et Dieu merci, ce monsieur avait la tolérance, c'est passé, on a réglé à l'amiable comme des bantous, ça s'est géré. Mais il y a d'autres, regardez ce magistrat, il est mal. Oui. Beaucoup d'hommes laissent des plumes dans des relations pareilles, monsieur Michel Gatou. Comment se soigner? Vous ne pouvez pas vous soigner. Vous êtes d'abord traumatisé. Ça vous prend au moins 5-10 ans. Non, c'est vrai. Oui, c'est clair. Ça va vous traumatiser au moins 5-10 ans. Ouais. À tout moment, vous allez vous demander qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Vous allez au deuil, vous êtes avec elle. Vous allez en boîte avec elle. Vous êtes au snack avec elle. Vous êtes au cabaret avec elle. En voyage, vous êtes avec elle. Parfois, vous avez même les détectives qui vous suivent. Elle-même fait des selfies. Elle dit que je vais vous mettre la tête comme ça là. Merci beaucoup, Charles Abel. Allez, on va. Non, non, on vous va. êtes en train de On sait très Vous bien. venez de cette On espère, histoire, monsieur Bill, on espère bien sûr que. des femmes d'aujourd'hui. On espère, mais vraiment, il faut le dire, les femmes. Soyez vigilants. Restez Non, vigilants. vous avez cautionné ça, Dominique Audrey. Ne venez plus nous dire que vous avez vous avez cautionné ça sur ce plateau. J'ai dit, vous avez cautionné. Tous, on vous a vu. Vous avez Michel. cautionné ça sur ce Non, Charles plateau. Abel, elle n'a pas Ça cautionné. fait mal. Elle n'a pas Ça cautionné. fait mal. Elle est plutôt dans la logique selon laquelle Alors imaginez-vous. l'homme doit attendre que la couche. En plus de 8 millions, si l'homme a commencé à faire le trousseau des clés pour cet enfant à venir, Attendons de voir. Seigneur. On va prendre les avis Charles Abel. Merci. Merci à vous, merci à tous. Et après, on va se demander pourquoi est-ce que les crimes se multiplient. Oui. Je vous Les rassure. violences conjugales. Oui. Les violences, c'est tout ce Bien que vous sûr, voulez avec ça. c'est l'une des causes des crimes. Est-ce qu'on peut donc compter sur la femme aujourd'hui? Est-ce que, je reviens d'ailleurs, j'en parlais encore la semaine dernière, est-ce qu'il n'y a pas quand même ici une éducation sociétale impulsée par le gouvernement, permettez-moi, le ministère de la promotion de la femme et de la famille, sur des questions quand même sensibles? Dire aux femmes, voici comment il faut se tenir. Est-ce qu'à un moment donné, nous-mêmes, Camerounais et Africains, dans nos communautés, on n'a pas fui un peu nos missions d'éducation des femmes au mariage, la sacralité même du mariage aujourd'hui? Oui, les instruments d'éducation sociale ont été mis à sac, c'est-à-dire l'église, les écoles, les familles. Et dans cet environnement-là, c'est le délabrement moral général. Autre chose, il faut déjà que les instances publiques aient les instruments d'appréciation et de mesure de ces phénomènes. Parce que pour que l'autorité publique prenne des mesures, il faut qu'elle ait un instrument qui lui permet de mener des études. Absolument. En France, vous avez des instances qui mènent des études sur des questions tellement pointues que vous voyez l'État français prendre, je prends la France comme un exemple, parmi tant d'autres pays, vous voyez à un moment donné une loi entre au Parlement, vous vous demandez pourquoi est-ce que telle loi entre au Parlement. Mais en fait, c'est sur la base d'une étude qui a été menée, sur un pan précis de la société, sur un phénomène précis qui permet de prendre la loi pour réguler. Merci beaucoup de ma presse. Allez, vraiment, on espère prendre vos avis, mesdames et messieurs. Laissez-nous vos commentaires, les conseils, les points de vue, les analyses. Laissez-nous bien sûr vous lire, mesdames, parce que la femme, bien sûr, au cœur de l'histoire. Tout de suite, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la non prise en compte de la grille indiciaire du corps des fonctionnaires des greffes dans ce pays. Les greffiers sont mal. Après les huissiers, oh là là, les greffiers, c'est la croix et la bannière. Le 4 février 2011, il y a 11 ans de cela, le chef de l'État a doté ce noble corps
d'un statut spécial par le décret numéro 2011-20 du 4 février 2011 portant statut spécial des fonctionnaires des greffes. Décret publié étrangement sans la partie la plus importante, notamment la grille insidiaire de cette corporation, parlant du statut spécial. Comment le chef de l'État peut mettre à disposition un décret sans penser et associer la grille insidiaire de cette corporation? Était-ce donc véritablement un statut spécial? Mieux, qui a soutiré cette grille insidiaire? Question. Décret qui jusqu'à ce jour subit 11 ans après une application partielle. Comment comprendre que jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu prise en compte de la grille insidiaire des fonctionnaires des greffes? Grille insidiaire qui passe qu'aspect fondamental donne de la consistance à un statut supposé être spécial. Question. Qui a soutiré la grille insidiaire contenue dans le projet de statut avant sa signature? Le chef de l'État peut-il publier un décret portant sur un statut spécial sans aborder la question de la grille insidiaire? Suivez mon regard. Veut-on nous faire croire, autrement dit, que le chef de l'État, dans sa sagesse, aurait signé aveuglément ce statut sans en mesurer les conséquences sur le budget de l'État, comme le veulent les usages en la matière? Question. Est-ce une manière de dire que le chef de l'État a lui aussi un mépris à l'endroit de la corporation des greffes? Autre question. Comment comprendre la déchéance et la décadence de ce noble corps que sont les greffiers, fruit d'une discrimination négative de son exclusion implicite des rangs de la justice? Comment concevoir l'existence d'un seul conseil supérieur de la magistrature? Pourtant, on pouvait bien le détacher pour permettre à toutes les corporations d'avoir la possibilité de se mouvoir. L'absence de poste de responsabilité réservé aux greffes dans certains services judiciaires au sommet de l'État. L'absence d'une inspection et d'une direction des services des greffes. La non prise en compte de la présence des greffiers dans les textes de nomination au poste de responsabilité dans les services centraux du ministère de la Justice. Les greffiers n'ont-ils pas les compétences adéquates pour les administrer? Autant de questions que les greffiers se posent aujourd'hui. Comment comprendre que le greffier soit désormais présenté au sein de la justice comme un faire-valoir, un vassal du magistrat, un espéranto, le petit commissionnaire, celui-là qui fait toutes les courses, pourtant tel ne fut pas le cas à une certaine époque. Les fonctionnaires des greffes sont aujourd'hui comme des enfants indésirés. Comment comprendre que le greffier au quotidien subit la clochardisation et abus des plus inhumains que lui imposent certains magistrats? Les greffiers, avec la conjoncture économique actuelle, peinent à satisfaire les besoins élémentaires que sont la santé, l'éducation et une nutrition de qualité. Ils peinent à pouvoir occuper des logements décents ou même s'offrir le luxe de construire des maisons d'habitation avec la flambée du prix des matériaux de construction. Savez-vous que les primes de suggestion des chefs de bureau et chefs de service varient entre 4 500 francs CFA et 15 000 francs CFA? Ils permettent à peine de s'offrir à un pauvre greffier d'une bouteille de gaz ménager qui est de l'ordre de 6 500 francs CFA. Comment comprendre que 11 ans après l'entrée en vigueur de ce statut spécial, l'État n'est pas encore pris sur lui de régler la grosse intérieure des greffiers? Savez-vous que le statut spécial des fonctionnaires des greffes a prévu le passage d'un échelon à un autre, immédiatement supérieur à l'inférieur, des mêmes grades, tout comme l'ascension d'un grade à un autre pour acquérir un profil ascendant? Cependant, la gestion des avancements et reclassements dans cette corporation est questionnable à plus d'un titre. Comment comprendre que les greffiers passent des années en exercice sans connaître ces privilèges? Les plus chanceux se réjouissent de l'acte en question sans apercevoir les effets financiers. Aussi, les fonctionnaires des greffes, comme tous les autres de l'administration, sont souvent mutés, parfois de manière fantaisiste, sans les frais qui leur permettent de rejoindre les différents postes. Pourquoi avoir laissé s'accumuler autant d'années sans tentative de réparation de ce préjudice? 11 ans. Savez-vous que l'article 79 du statut spécial des greffiers stipule que, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ils abordent la toge au même titre que les magistrats, d'où la question des primes du port de la robe qu'ils n'ont jamais vue. Savez-vous qu'au cours de l'exercice de leurs fonctions, les greffiers ne disposent pas d'une assurance maladie garantie par l'État?
C'est ainsi qu'ils peuvent contacter dans les archives ou les salles des scellés des maladies telles que les infections pulmonaires, la tuberculose et j'en passe, dû à l'inhalation des produits nocifs. Rien n'a été encadré pour cela, alors qu'ils sont les conservateurs par excellence des dossiers judiciaires. En tant que conservateurs des documents de procédure sensibles, ils flirtent au quotidien avec les dossiers de procédure dont la conservation est délicate. Ces dossiers peuvent être aussi détruits par les intempéries, comme l'humidité, et les rats et même volés par ceux-là qui y trouvent un intérêt. Ils n'ont pas de salle où stocker tous ces documents. Chacun se bat comme il peut à avoir un bureau qui est à la maison, qui est dans son magasin, qui est dans ce qui lui sert de bureau pour stocker. Surtout quand il faut le dire que vous avez un corps comme celui-là qui accueille déjà indépendamment de sa volonté les agents relevant du Code de travail de diverses fonctions qui ne sont pas assermentés. Selon l'article alinéa 4 de la loi numéro 88/015 du 16 décembre 1988 qui fixe l'assiette des émoluments, des greffes, des cours et tribunaux, il faut dire que c'est toute une autre affaire. L'article 2 nouveau du décret numéro 97/078 du 25 avril 1997, modifiant celui numéro 93/087 du 15 mars 1993, fixant les modalités de réparation des émoluments, des greffes, des coûts et tribunaux et de la prime de rendement, précise que 11% de la masse nette des émoluments sont versés au personnel magistrat en activité dans les juridictions, à l'exception des chefs de cour. 6% au personnel magistrat en activité, à la chancellerie aux chefs de cour et 1% au personnel magistrat en détachement. Comment devons-nous comprendre l'attribution des émoluments au personnel magistrat en détachement? Comment devons-nous comprendre que cette prime est déjà l'objet de partage avec le personnel d'appui relevant du Code du travail, notamment les chauffeurs, les gardes de corps, les chefs de juridiction, les gardiens des palais de justice, le personnel temporaire, les fonctionnaires détachés dans les services judiciaires, ceci dans l'unique quotité réservée au greffe. Autant de points d'interrogation qu'il ne cesse de se poser. Toujours est-il que le garde des Sceaux a appelé, ça ne va pas au sein des greffes. Ils ont mal, ils sont malades, ils crient et décrient, mais à la fin, c'est la même chose. On semble être insensible. Merci infiniment, Charles Amel Mathieu, pour cette colère exprimée ce matin, tout en saluant les milliers de greffiers qui sont au Cameroun dans nos tribunaux et qui nous regardent bien évidemment ce matin, tout en faisant un clin d'œil particulier au ministre en charge de la Justice, garde des Sceaux, qui certainement le sait très bien que cette question propre aux greffiers, ou ces nombreuses questions propres aux greffiers et le statut particulier à leur endroit reste encore, on va dire plus ou moins exécuté avec des mesures. Mais les plaintes, bien sûr, portées d'Ona Brice-Camgan autour de cette, je vais dire, de ce corps de la fonction publique propre bien évidemment à la justice, interpellent, c'est pas aujourd'hui, beaucoup de plaintes autour des greffiers, mais surtout la non prise en compte de la grille insidiaire de ces fonctionnaires du greffe. Comment vous l'expliquez? Avant d'expliquer, peut-être un mot sur les conditions de travail de ce corps de la justice. Et pour qu'on sache également quelle est leur place dans l'administration de la justice. Un greffier, c'est qui? C'est un personnel de l'administration de la justice qui s'occupe de l'enregistrement des procédures et tout ce qu'il y a comme débat pendant l'audience, mais aussi qui joue un peu chez nous le rôle d'archiviste, c'est-à-dire que si vous cherchez une décision de justice rendue, je dis n'importe quoi, au TPI de Bamenda, centre administratif, eh bien, vous pourrez trouver ça dans les services des greffes. Ensuite, ils authentifient également les décisions de justice, c'est-à-dire que si tu as une décision qui a été rendue, il faut que le greffier signe pour que cela fasse foi. Cela étant dit, ça signifie que les greffiers sont un maillon essentiel dans la chaîne d'administration de la justice. Au Cameroun, d'abord, en termes d'effectifs, ils ne sont que 3 000. D'après les chiffres les plus récents, 3 000 pour toutes les 10 régions. Vous savez qu'à Douala seulement, il y a 3 tribunaux de première instance, Ndokoti, Bonanjo et Bonaberi. Donc, l'ensemble du territoire national, 3 000 greffiers seulement, vous voyez qu'en termes d'effectifs, déjà, c'est un problème. Ensuite, les conditions dans lesquelles ils travaillent sont extrêmement préoccupantes.
vous avez parfois des greffiers qui sont 5, 6, parfois 8 dans une même salle, dans un même bureau. C'est clair que les conditions de travail dans ce cas-là ne peuvent pas être des plus enviables. Autre chose, vous verrez également que le matériel avec lequel ils travaillent, c'est un peu du matériel artisanal, passez-moi l'expression, parce que l'informatisation, l'actualisation de leurs conditions de travail n'a pas suivi. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Deux choses principalement. D'abord, ça rend compte de l'idée que les gens, ceux qui nous gouvernent, ont du service public de façon globale. Est-ce que nous avons un gouvernement qui pense que l'administration est ce régulateur, l'administration est ce facilitateur qu'elle est censée être, parce que justement, dans tous les pays du monde, l'administration est un élément important dans l'espace public. C'est l'administration qui régule, c'est l'administration qui facilite lorsqu'il y a des documents à authentifier, lorsqu'il y a des procédures administrées. Ensuite aussi, si les gens sont au même endroit pendant très longtemps, il est possible qu'à un moment donné, évidemment, la routine s'installe, l'immobilisme s'installe, parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils ont l'obligation de rendre compte à qui que ce soit, qu'ils ont l'obligation d'innovation, de compétence ou d'efficacité dans leur fonction quotidienne. On rappelle bien sûr que lorsqu'on est greffier, on a aussi des greffiers en chef d'ailleurs qui sont très souvent des chefs administratifs du tribunal, pour ne pas répéter le regard que vous y avez porté d'ailleurs de Nabis Kamgan. Et on rappelle aussi qu'ils sont chargés de l'affectation des personnels, participent à l'élaboration du budget, en assurent l'exécution et veillent à la gestion du matériel des locaux et de l'équipement. Il coordonne le travail des différents services. Il est bien sûr, vous l'avez très bien mentionné, le conservateur des minutes, c'est-à-dire les originaux des jugements, à la veille et bonne tenue des casiers judiciaires. Alors, lorsqu'on a de telles responsabilités au cœur même de la structure judiciaire dans un pays de Dominique Odro-Yengelek, et que sur le statut particulier qui renforcera en même temps vos capacités à mieux servir la justice camerounaise et la fonction publique, que des plaintes soient quand même énormes autour de ce corps de métier qui, pour beaucoup, estiment qu'ils ne sont pas pris en compte. Quel regard vous y portez? C'est grave. Enfin, ils ne sont pas bonnement pris en compte, c'est mieux de le dire ainsi. Non, ce n'est même pas pris en compte. Parce que rendez-vous compte que dans le statut spécial qui date de février 2011, à l'article 79 par exemple, on vous dit que les greffiers ont droit, lorsqu'ils sont en activité, à un traitement indiciaire, à un supplément pour charge des indemnités de port de robe. On vous dit également qu'à l'article 76, ils doivent avoir des avancements toutes les 2 années, sauf en cas de punition que vous ne serez pas avancé, ça va retarder, mais chaque 2 ans, ils devraient pouvoir remarquer un avancement dans leur plan de carrière, ce qui ne se voit pas. Malheureusement, ces derniers sont en train de couver un mouvement de grève, et lorsque vous lisez le grief, il y en a à l'appel, ceci à part ce que Donald a mentionné, les conditions de travail qui doivent être revues. Ils ont besoin de prendre de plans de carrière, ils ont besoin qu'on prenne en compte la grille indiciaire, ils ont besoin de revalorisation des indemnités de logement. Ils estiment qu'on devrait leur verser 25% du salaire de base suivant la même grille mentionnée plus haut, la grille qui manque. Charles Hamel l'a mentionné, on a effectivement mis à disposition le statut en 2011, mais la grille n'a pas été donnée. Donc on ne sait pas à quel niveau on va les classer. Mais la question a été posée par Charles Hamel, mais qui aurait donc soutiré? Bon, peut-être c'est très fort de dire qu'il aurait soutiré. Subtilisé. Peut-être ça n'a pas été mentionné et que le chef d'État lui-même a posé sa signature là-dessus. Est-ce que ça ne prouve pas quelque part que tout est fait pour ne pas donner certaines libertés à ce corps de la justice à exercer bonnement? L'impression qu'on a lorsqu'on lit le statut spécial et qu'il y a toutes ces mentions qui mentionnent la grille, et qu'on vous dit que la grille est mentionnée après, et que après vous ne voyez pas cette grille, ça veut dire que c'est incomplet. C'est incomplet, et que ces greffiers ont couvé beaucoup de choses depuis 2011. Il y a des risques. Ils estiment qu'on doit leur donner une prime de risque. Ils doivent avoir un reclassement, un traitement automatisé de reclassement. On doit les reclasser automatiquement. Ils doivent avoir un paiement intégral de la dette de l'État envers ce corps, ces fonctionnaires, ce corps de métier. Ils doivent avoir les primes de rendement. Tout est mentionné et tout ne peut être fait qu'à partir de cette grille qui est manquante. Bon, maintenant,
ils devraient certainement se retourner vers leur ministère de tutelle. Une question me vient à l'esprit, et peut-être je la pose rapidement à Pamela Fomel. On va peut-être laisser un peu la justice, mais comment est-ce qu'on peut avoir un pays où on a de très bonnes lois, de très bons textes? Parce que tout ce que vous mentionnez, tout est libellé. Oui. Mais qu'on peine bien sûr à appliquer simplement ce qu'on s'est donné ou ce qu'on s'est fixé comme mesure. Qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier un tel comportement de la part de l'État central? Qu'on sache qu'on a des textes, on a des lois, tout est bien écrit, tout est bien libellé, tout est bien pensé et promulgué pour des lois, et que l'application fasse problème au Cameroun. Votre commentaire, madame? Qui est censé suivre ces applications? Je pense que c'est le même État qui fixe ces lois. Alors, si l'État prend sur... On dit l'État, sur lui, voilà. Excusez-moi. Allez-y. Si l'État prend sur lui de mettre une loi en vigueur, de ne pas la respecter, ce n'est pas la population qui va le faire, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit la population. Donc, étant donné qu'on a d'abord nous sommes d'abord très têtus, voilà, il faut le préciser. Donc, si l'État décide qu'aujourd'hui, ceci doit être en vigueur, je pense que l'État devrait poursuivre cela, de telle sorte que cela soit respecté. On a vu, la semaine dernière, on parlait encore des prix sur le marché. On vous dit que tel article est parti de ceci, de tel montant à tel montant. Le commerçant, lui, il augmente, il fait ce qu'il veut. Pourtant, il y a une loi, il y a une sortie du ministre qui dit que le prix de la farine sera augmenté de 5 000 francs. Mais tu arrives sur le marché, on trouve peut-être c'est 10 000 15 000 francs. Juste parce que les lois qui ont été évoquées n'ont pas été respectées. Les lois ont été votées, mais sont elles-mêmes violées par l'État. Parce que l'État ne veille pas à ce que ces lois soient respectées. Alors, sur la question justement de ces greffiers, lorsqu'il y a des plaintes un peu comme celles qu'ils évoquent aujourd'hui, et d'ailleurs énumérées dans la colère de Charlemagne Bathiou, est-ce qu'il y a une chance au monde de se faire écouter, à votre avis? Chance d'être écouté, bon. Sauf si peut-être eux ils décident de retrouver la rue. Hein. Moi je me dis à un moment donné que ce corps de métier va finir par se retrouver comme ce qu'on vit depuis quelques mois ici. Je rappelle d'ailleurs que la rue est autorisée par la Constitution camerounaise. Oui. Voilà. Il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'ils n'ont pas de rue, c'est que ça un appel. Les textes justement le permettent. Sous peine peut-être de se retrouver derrière les barreaux, on ne sait jamais. On a nos réalités après. Donc je disais que ce corps de métier fera peut-être avec le temps, on va se retrouver dans un autre corps de métier qui est en train de crier depuis quelques mois et ça ne dit rien à personne. On parle de la grille incendiaire qui, dans d'autres corps, je prends le cas de l'armée, où si vous avez effectué peut-être 10 ans, vous entrez en tant que gardien de la paix, vous savez qu'autour de 5-10 ans, je peux être officier, je peux être commissaire, demain je sois je ne sais pas quoi. Mais dans ce corps, ça n'existe pas. Vous entrez, vous faites peut-être, on parle de quelque chose qui a 11 ans, du 4 février 2011, nous sommes en 2022, qui a 11 ans. Admettons un greffier qui est entré en 2011, nous sommes en 2022, il n'a pas eu un grade. Il est resté sur place. Pourtant, il existe une loi sur la grille incendiaire. J'arrive finalement. À quel niveau cela est respecté? Du tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous, mesdames et messieurs. On a très bien dit faire un petit clin d'œil à tous ces greffiers qui nous regardent ce matin. Vos réactions, vos commentaires. Dites-nous ce qui fait problème. Écrivez-nous à travers le numéro s'affichant en bas de l'écran. Comment vous vivez cela au sein de vos tribunaux? Je veux préciser quelque chose, Michel. Rapidement. Si je dois paraphraser, par exemple, le décret du 4 février 2022, à son article 4, qui dit la répartition des effectifs de corps de fonctionnaires, c'est-à-dire que les administrateurs de greffe, voilà, 15% depuis 2011 n'ont pas reçu quelque chose. Les greffiers, 50%, et les greffiers adjoints, 35%. Nous sommes en 2022. Mais finalement, l'argent du Cameroun, qui sont ceux qui mangent l'argent de ce pays? Moi, je me pose la question. On en reparle, madame, messieurs, après la pause.